Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet anniversaire un peu particulier parce que nous ne fêtons pas les 40 ans d'un individu, mais les 40 ans d'une société, enfin, ou d'un label, ou d'un nom qui est devenu un personnage de cinéma qui est MK2. MK2, une société de salles de cinéma, c'est probablement par cela qu'on connaît avant tout MK2, et les 40 ans sont liés aux salles de cinéma, mais c'est aussi une société de production, c'était une société de distribution, d'édition de DVD, d'énormément de choses, incarnées par un homme qui nous a rejoint ce soir après avoir donné une longue masterclass à l'ECAL. Bienvenue, Marine Karmitz. Alors, je vous dis de nouveau bienvenue parce que vous nous aviez rejoint en quelque sorte il y a quelque temps, certains d'entre vous s'en souviennent, pour faire Abbas Kiarostami à la place d'Abbas Kiarostami, puisqu'il est arrivé en retard et qu'il nous avait rejoint à la fin de la projection de son dernier film que vous avez produit. Et cette fois-ci, c'est vous qui êtes l'invité principal. Pour de nouveau parler aussi un peu de Kiarostami, d'ailleurs, la boucle est bouclée. Mais avant tout, pour parler un peu de vous, et finalement, on sait, vous avez été opérateur, vous avez été assistant réalisateur, vous avez été cinéaste, on présente d'ailleurs un de vos films dans le cadre de cet hommage. Vous avez été, enfin, tout ce qu'on a dit à l'instant, mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé vers le cinéma? Parce que ça, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas trouvé. Au fond, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans le cinéma, d'aller étudier le cinéma? Sauf erreur, c'était à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS. Au fond, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce monde? Écoutez, je suis un émigré, puisque je suis arrivé en France en 1947. Et on est arrivé avec un passeport d'immigré politique, de réfugié politique, et j'avais beaucoup de mal à rentrer en Suisse, parce qu'il fallait des visas. Il fallait des visas pour aller en Suisse, mais évidemment dans les autres pays aussi. C'est-à-dire en Allemagne, en Autriche, en Italie, enfin partout, c'était des visas, et il en manquait toujours un. Et donc, je passais beaucoup de temps à la frontière. Et je me suis dit que la meilleure façon de me passer de visa, c'était d'être ambassadeur. Et après, je me suis rendu compte que ambassadeur, c'est quand même assez ennuyeux, hein, comme système. Enfin, ça ne me correspondait pas tout à fait. Et je me suis dit que le cinéma, c'était peut-être une façon d'être ambassadeur sans avoir besoin de la charge de ce travail relativement ennuyeux. Donc j'ai choisi le cinéma. Cinéma. Et qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à produire? Et vous avez produit des courts-métrages. On était dans un moment finalement de grande militance. Il y avait quand même aussi une idée de lutte. Vous l'avez écrit quelquefois, d'être contre, de travailler contre. Je voulais absolument être réalisateur. Et j'ai fait l'école de cinéma comme opérateur, parce que j'ai raté le concours de mise en scène. Ça a été le plus grand service qu'on m'ait rendu, puisque j'ai appris à manier une caméra, à développer les photos. J'ai très très bien appris mon métier, on avait des professeurs formidables. Mais je voulais vraiment être réalisateur, et donc je suis passé assistant réalisateur d'Agnès Varda, de Godard, etc. Et peu à peu, comment faire des films, comment devenir réalisateur. Commencer par des courts-métrages, ce qui est une très bonne chose, mais encore faut-il trouver d'argent. Et je ne trouvais pas de producteur, du tout. Et donc je me suis dit, je vais produire les films de mes copains, pour essayer d'avoir un peu d'argent, pour faire mes propres films, ce que j'ai fait. Et le premier film que j'ai produit, c'est un film de Serge Corber, avec Jean-Louis Trintignant, qui a fait un tabac. Pour un court-métrage, c'était incroyable. J'ai vendu dans le monde entier, c'est sorti chez Gaumont, etc. Et peu à peu, avec cet argent, j'ai fait mon premier court-métrage avec Marguerite Duras. Et puis après, j'ai pu faire un autre court-métrage qui me tenait très à cœur, avec Samuel Beckett, puisque j'ai beaucoup travaillé très longuement travaillé avec Samuel Beckett, et ce film s'appelle Comédie. Mais à partir de là, vous allez faire des longs-métrages, quelques longs-métrages aussi. Alors, même problème. Quand j'ai voulu faire des longs-métrages, je ne trouvais pas de producteur. Et donc, j'ai utilisé ma maison de production, qui à l'époque s'appelait MK Production, d'où le MK2, parce qu'on me pose souvent la question, mais le MK2 vient parce qu'il y avait un MK Production. Et j'ai fait ce long-métrage que j'ai produit
dans des conditions très difficiles. Et après, j'ai continué à produire mes propres films. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qui me manquait, c'est-à-dire un producteur. Et je n'avais pas d'interlocuteur, je n'avais pas de premier spectateur. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument, moi en tout cas j'avais vraiment besoin d'avoir cet interlocuteur et qu'il me manquait sur les films. C'est-à-dire que les bêtises ou les erreurs que j'ai pu faire, j'aurais peut-être pu les éviter si j'avais pu parler avec quelqu'un, si j'avais pu casser cette solitude dans ce dialogue. Et j'ai fait donc Coup pour Coup, et Coup pour Coup m'a amené au chômage directement, et pendant très longtemps, car ça a été un film qui a fait un scandale énorme en France, pas seulement en France d'ailleurs, parce qu'il est sorti dans le monde entier, mais c'était l'histoire d'une usine de femmes qui ne supportaient plus leurs conditions de travail, une usine de textile, et qui se mettaient en grève, qui occupaient leur usine et qui séquestraient leur patron, et qui faisaient vivre à leur patron ce qu'elles-mêmes vivaient dans la journée. Jean-Luc Godard en a fait un remake qui s'appelle Tout va bien, avec Jane Fonda et Yves Montand. Coup sur coup, qui passe évidemment dans la rétrospective, et je vous encourage d'aller le voir. Mais après cela, vous commencez à produire, vous devenez l'interlocuteur, vous devenez l'autre côté. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à être l'autre côté pour tant de cinéastes importants? On va en parler dans quelques instants. Ça c'est plutôt l'aspect, au départ, dramatique, c'est-à-dire que ne pouvons plus travailler. J'étais vraiment sur une espèce de liste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, noir, rouge, je ne sais pas quoi, mais je ne trouvais plus du tout de travail. Et d'ailleurs, pendant 2 ans, j'ai été antiquaire, j'ai appris le métier d'antiquaire. Ce qui m'a servi ensuite, quand je suis devenu producteur, ça m'a vraiment servi. Et parce que plus personne ne pouvait me voler sur la location des meubles. Je reconnaissais la valeur. Donc je voulais absolument continuer à faire des films. Et je voulais surtout, avec l'expérience que j'avais acquise avec Coup pour Coup, je m'étais rendu compte que je me heurtais au circuit de diffusion. C'est-à-dire que j'avais pu faire le film librement, avec très peu d'argent, dans des conditions difficiles, mais on avait pu faire le film. Mais la difficulté, c'était que les salles n'en voulaient pas. Et qu'il y avait des salles qui prenaient le film et le débarquaient au bout de 2 jours, sous la pression des patrons des usines du coin. Il y avait des manifestations énormes, il y avait 2-3 000 personnes dans la rue qui venaient réclamer le film à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, etc. Enfin, vraiment, c'est des choses qu'on ne voit plus. On n'a jamais eu l'occasion de voir ça depuis. Et donc, plus personne ne voulait de moi, c'est-à-dire j'étais vraiment le lépreux absolu. Et donc, j'ai appris à diffuser les films autrement. Je me suis heurté à ce système et j'ai pris un projecteur 16 mm et on allait d'usine en usine, de ville en ville, d'arrière-cour de Coron en rue ou en place, et on diffusait le film avec des meetings énormes, 2-3 000 personnes. Et je me suis rendu compte que le problème de la diffusion était extrêmement important. Et que si je voulais continuer à m'occuper et de cinéma et à mener un combat, pour faire exister un certain nombre de films, un type de film qui m'intéressait, il fallait que je devienne distributeur et que je m'attelle au problème des salles de cinéma. Et en fait, c'est venu de ce problème que j'ai découvert avec Coup pour Coup. Mais là, en même temps, quand vous commencez à construire et à ouvrir vos premières salles, là aussi, vous allez fonctionner hors des Champs-Élysées, hors du quartier latin, c'est-à-dire un peu contre, de nouveau. C'est-à-dire que j'étais un militant politique. Enfin, j'étais redevenu un militant politique. J'ai commencé très jeune, à 14 ans. Puis après, j'ai eu un long arrêt. Et à partir de 68, je suis redevenu un militant actif. Il fallait... c'était pas des salles de cinéma. C'est-à-dire qu'il fallait trouver et faire des lieux et penser des lieux autres. Et c'était de fait, dans notre langage, c'était des espèces de lieux de contre-pouvoir qui permettaient de faire avancer un peu la révolution et qui devaient, comment dire, être des places fortes dans le territoire ennemi. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que MK2 est né en même temps que Libération. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez actuellement, ce sont les restes d'un grand mouvement et où nous avons fait beaucoup de choses.
C'est-à-dire qu'entre 68 et 73, on a fait beaucoup de choses. Non seulement la naissance de Libération, mais aussi coup pour coup, mais aussi les nouveaux philosophes, c'est-à-dire Foucault, Deleuze, Guattari, Sartre dans sa nouvelle époque d'après 68, la figuration narrative chez les peintres, etc. Donc vraiment, et tout ça lié à des luttes très importantes, très précises. Par exemple, les salles de cinéma étaient devenues les lieux de défense de ces luttes. Par exemple, l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'était une grande idée de Guattari et défendue aussi par Deleuze et mise en pratique par eux. Et on est devenus les spécialistes de l'antipsychiatrie, de la psychanalyse, etc. C'est-à-dire que c'est là où un bonhomme incroyable qui s'appelait Basaglia, qui avait fait un film avec Marco Bellocchio sur la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie. Nous avons projeté ce film, Basaglia est venu, il y a eu des débats énormes et on a lancé et propagé le mouvement autour de l'antipsychiatrie, des solutions qui pouvaient être apportées à la gestion de la folie. C'est un mouvement très important. Hein. Il y a les hôpitaux en Italie, les hôpitaux psychiatriques en Italie ont été massivement fermés grâce à Basaglia. Malheureusement pas en France. Et je ne pense pas que ce soit peut-être la solution absolue, mais bon, c'est un autre problème. Mais on a aussi fait venir tout ce qui était autour des nouveautés et des nouvelles expériences en psychanalyse, autour de Laing, de Cooper, etc., etc. Il y avait ça, mais il y avait aussi la lutte dans les prisons. Il y avait eu un film sur la prison d'Attica, où c'est la révolte de prisonniers, la prison d'Attica, film très important, qui a aussi marqué beaucoup. Et là, on réunissait des policiers, des gardiens de prison, des anciens prisonniers, des représentants des mouvements de lutte, etc. Mais il y a eu aussi le Chili, il y a eu aussi le Portugal, il y a eu aussi la lutte des femmes, très important. C'était la lutte contre pour l'avortement et contre l'interdiction de l'avortement. C'était les homosexuels. Enfin, bref, tout était un prétexte à essayer de penser une société différente. Coup pour coup, participer de cela, Libération participait de cela, et un certain nombre d'autres films, et un peu partout dans le monde, participaient aussi de ce mouvement, de cette mouvance. Ça s'est arrêté en gros en 1973, au moment où on s'est rendu compte que les ouvriers prenaient d'une certaine façon un pouvoir qui a été celui de l'IP, puisqu'ils ont occupé l'usine de l'IP et qu'ils se sont mis à autogérer l'IP, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à vendre des montres, à fabriquer des montres et à vendre des montres. Et là, on s'est dit que il y avait une alternative à ce qu'on faisait et que c'était très bien et qu'il fallait dissoudre ce qu'on a appelé à l'époque la gauche prolétarienne. À partir de ce moment-là, vous construisez ces lieux de vie, vous développez ces différents lieux de vie et de discussion que sont ces lieux où vous projetez les films, mais en même temps, vous commencez toujours plus à produire des films de cinéastes, et pas tous, mais la plupart, vous allez les suivre longtemps. Il y a comme des espèces d'histoires d'amitié qui se créent. Il y a René, il y a Chabrol, il y a plus tard Assayas, évidemment Kiarostami. Alors, dans un premier temps, surtout la réflexion était comment pouvait-on penser les salles autrement? Et pour moi, le cinéma a toujours été une espèce de passerelle, lieu de communication entre toutes les formes de création artistique, c'est-à-dire la littérature, la musique, la peinture, la photo, etc. etc. Et la première chose que j'ai faite, j'ai trouvé un lieu dans un quartier populaire à la Bastille, où il n'y avait que des salles de karaté et des salles porno, et dans un restaurant qui avait fait faillite, on a fait trois petites salles, et mis une librairie, c'est-à-dire que plutôt que de faire une salle, on a fait une librairie. J'étais associé avec un éditeur qui s'appelait Maspero, et qui a été l'éditeur, le libraire de mai 68. Qui avait fait, et qui le jour de l'ouverture a fait faillite parce que tous les livres avaient été volés par des groupes qui considéraient que
La propriété, c'est le vol, donc il volait des bouquins. Mais ça a amené la faillite de Maspero. Et donc, je suis devenu libraire, mais là, il y a eu, dans cette salle, il y a eu des expositions, il y a eu des choses absolument incroyables qu'on a pu faire. Et donc, l'idée a toujours été qu'une salle devait être un lieu de vie où on rassemblait les gens, enfin qu'on pouvait changer la vie et changer un quartier à travers la culture et le cinéma, les images, etc. À condition, évidemment, de s'en occuper et de lutter pour que ce soit fait correctement. Et c'est comme ça que j'ai débouché beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, sur la réalisation du MK2 Quai-de-Seine-Quai-de-Loire et là du Bibliothèque. Mais je n'ai pu, pour répondre à votre question, je n'ai pu commencer à produire qu'à partir de 81. J'étais interdit de production. Il y avait, on ne se rend pas compte que le système était infiniment plus dur. Le système giscardien était beaucoup plus dur que ce qu'on connaît actuellement, que ce soit système de droite ou de gauche. Je n'avais pas accès au crédit bancaire. Et donc j'ai fait en fait, jusqu'en 80, j'ai fait 4 films. J'ai fait un film de Jean-Charles Takela, le premier film de Takela. Ensuite, un film de Godard, Sauf qui peut la vie. Et le film de Marco Bellocchio, qui était Le saut dans le vide, avec Anouk Aimé et Michel Piccoli. Et un film de Yannick Bellon, qui avait été ma patronne. J'ai commencé comme stagiaire avec elle, et j'ai fait un film qui s'appelle L'amour violet, qui a eu beaucoup de succès. Et grâce au succès de ces films, j'ai pu faire en fait Godard et Bellocchio. Et je n'ai commencé à produire en 81. Là, j'ai rattrapé le retard, puisqu'en 82, je présentais 12 films à Cannes. Et j'ai eu tous les prix. C'est-à-dire la Palme d'Or avec Yole, le prix spécial du jury avec La Nuit de San Lorenzo, le prix du scénario avec un film de Skolimowski qui s'appelle Travail au noir, la Caméra d'Or avec un très beau film qui s'appelle Mourir à 30 ans de Romain Goupil, qui était l'assistant de Jean-Luc Godard sur Sauf qui peut la vie, et puis quelques prix annexes, je vous passerai les détails. Et à partir de là, pour revenir à ma question initiale, il y a des amitiés qui se créent quand même. Parce que finalement, ces cinéastes, on peut comprendre que Godard, vous avez travaillé ensemble, ou Yannick Bellon, vous avez travaillé aussi ensemble, donc il y a des liens qui existent. Mais après, il y a d'autres cinéastes que vous choisissez, que vous allez rencontrer, avec lesquels il y a des relations finalement assez fortes qui se sont créées. En fait, c'est eux qui m'ont choisi par défaut. C'est-à-dire que j'ai fait énormément, j'ai fait 4 ou 5, ce que j'appelle moi des seconds premiers films. Jean-Luc, au moment de Sauf qui peut, il venait de faire 4-5 ans à Grenoble, et plus personne ne voulait de lui. Il trouvait absolument plus de producteurs. Donc Sauf qui peut, et le second premier film de Godard, ça a été son plus grand succès en salle, et mondialement. Mais après, il y a un réalisateur qui est venu me voir, et qui s'appelle Louis Malle. Et il ne pouvait plus faire de film non plus, si ce n'est avec sa fortune personnelle, mais ça, il ne voulait pas y toucher. Et donc, j'ai fait Au revoir les enfants. Et ça a été un énorme succès, nomination aux Oscars, etc. Et il est reparti. Faire des films avec d'autres producteurs, d'ailleurs, lui. Mais après, il y a eu Claude Chabrol. Claude Chabrol, il n'arrivait plus à faire de films non plus. Il avait fait un film avec Simone de Beauvoir qui était une catastrophe financière aux États-Unis, et plus personne ne voulait lui donner un rond, quoi. Et il est venu me voir pour Poulet au vinaigre. Et là a commencé une très longue amitié, parce que j'ai fait 12 films avec Claude Chabrol, jusqu'à après la cérémonie, quel est le dernier non, les Fleurs du Mal. La Fleur du Mal. Puis, donc, c'est vrai que c'est très difficile le métier de producteur, surtout fait comme je le faisais, puisque j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est un métier où on s'implique énormément, où il faut
c'est un rapport de générosité, je crois, entre, en tout cas, moi tel que je le conçois, entre un metteur en scène et ce que je disais que j'étais, c'est-à-dire un éditeur et un marchand de films. Et donc, c'est très agréable de travailler sur la durée. C'est très agréable de commencer à connaître quelqu'un et peu à peu à devenir tellement lié. Par exemple, Chabrol, il ne venait pas voir les rushs. Il tournait en province, il ne venait pas voir les rushs. Moi, je n'aime pas beaucoup aller sur les tournages, sauf quand le metteur en scène le demande. Et donc, je voyais les rushs le soir et je choisissais les rushs et je l'appelais en disant voilà, j'ai choisi telle prise, est-ce que ça te va, etc. Comme il avait tout ça en tête, je voyais le problème avec la monteuse. Donc, on faisait avancer les choses. Pour en arriver à cette complicité, c'est très très rare. Ça m'est aussi arrivé avec et Kieslowski et Kiarostami. Et donc, je sais pas, la durée, c'est bien. Et j'ai fait effectivement plusieurs films. J'ai fait 2 films avec René. J'ai fait pas mal de films avec Taviani. J'en ai fait 4, je crois, 4-5. J'ai fait 2 films avec Haneke, dont un très beau, que je préfère à celui qui a eu le plus de succès. Un qui n'a eu aucun succès, qui s'appelle... pas La pianiste, Code inconnu. Code inconnu. Formidable, je vous le recommande, c'est vraiment bien. Et voilà, et puis Kiarostami et Kieslowski, etc. Et Assayas? Assayas, moins. Assayas, j'en ai fait 2 d'Assayas. Moins, et on n'est pas de la même génération. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des problèmes de génération dans le cinéma. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands réalisateurs de ma génération. Je n'ai pas connu celle d'avant, ce que je regrette, c'est-à-dire les Rossellini, les Bergman, les Bresson, etc., les Visconti, et je ne connais pas très bien celle d'après. Venons-en peut-être à Kiarostami. Comment s'est créée cette relation avec Abbas, qui est une relation de confiance immense? Si je perds de l'argent suisse, c'est très embêtant. Vous n'obtiendrez pas votre visa. Abbas, alors c'est une histoire tout à fait étonnante. Il y a un Iranien qui habite à Paris qui vient un jour me montrer un film qui s'appelle Close Up. C'est quoi Close Up? Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui s'appelle Marc Malbaf et un pauvre bougre qui se fait passer pour Marc Malbaf. Et donc c'est l'histoire d'un faux, c'est-à-dire l'histoire d'un mensonge. Et ce pauvre bougre s'introduit dans une famille comme étant Marc Malbaf et se fait passer pour Marc Malbaf pendant 3 jours jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose et qu'il se retrouve au poste de police. Film incroyable de Kiarostami. Je ne connaissais pas Kiarostami et je ne connaissais pas non plus Marc Malbaf. Je demande à rencontrer les deux et je vois arriver Kiarostami et pendant 2 heures, il y a une espèce de rapport, comment dire, une espèce de coup de foudre. C'est pour moi toujours des histoires comme ça de coup de foudre. Cet homme qui me raconte des histoires incroyables, c'est un conteur fabuleux. Et j'ai dit, mais quand est-ce qu'on fait un film ensemble? Oh, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai pas besoin de producteur. J'étais content de vous rencontrer. J'ai attendu 10 ans avant qu'on fasse un film ensemble. Et pendant ce temps-là, j'ai fait des films avec Marc Malbaf. J'ai fait 4-5 films avec Marc Malbaf. La fille Marc Malbaf, la sœur Marc Malbaf, la famille Marc Malbaf. Bon. Et on a fait des films assez beaux d'ailleurs. Et on fait des films avec plein d'autres Iraniens et pas Abbas. Si ce n'est qu'il passe le goût de la cerise à Cannes, la Palme d'Or de Cannes, et là, Abbas arrive à Paris, il dit « je voudrais vous voir ». Il avait des propositions du monde entier, là, vraiment les chefs qui pleuvaient. Et il me dit bah, « maintenant j'ai pris la décision, j'avais besoin d'un producteur, est-ce que vous voulez faire mon prochain film ?» C'est vraiment comme ça que les choses se sont passées. Et donc j'ai fait son autre film, qui est Le vent nous emportera. Et là a commencé vraiment une amitié, mais qui avait déjà commencé 10 ans auparavant, puisque chaque fois qu'il venait à Paris, on se racontait des histoires. Et en fait, il testait sur moi les histoires, des films qu'il voulait faire en Iran. C'est-à-dire, en fonction de ma réaction, il disait, tiens, j'ai essayé de continuer, etc. Il me racontait des histoires supplémentaires, la fois suivante, etc. Donc c'était passionnant, mais on ne faisait pas de film. Et on a commencé comme ça. Alors, Ten,
qui fait partie de cette sélection en fait, de votre carte blanche, et il fallait bien en choisir quelques-uns, et en l'occurrence c'est Ten. On programme aussi Le goût de la cerise, qui, on l'a compris, a été un film clé quand même dans votre rapport avec lui. Mais Ten, déjà pourquoi Ten, et comment vous le situez, vous, dans votre rapport avec Abbas? Alors, Ten, on avait donc déjà commencé à travailler ensemble entre producteurs et réalisateurs. Ten, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je tenais à vous montrer Ten. Et je voulais surtout parler de ces raisons. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Ten au départ, dans l'histoire qu'il m'a racontée au début? C'était l'histoire d'une psychanalyste. Ma femme est psychanalyste et pédopsychiatre, et donc il a pris conseil auprès d'elle. Et donc, c'était l'histoire d'une psychanalyste dont le mari porte plainte contre elle, et les flics viennent et ferment son cabinet. Ils mettent des scellés sur le cabinet. Elle trouve, en arrivant le matin, les scellés posés sur le cabinet. Elle dit, mais j'ai des patients toute la journée, comment vais-je faire? Et elle a l'idée de transformer sa voiture en lieu de psychanalyse, transformer sa voiture en bureau. Et donc, elle attend ses clients, ses patients devant la maison, et elle les emmène et ils parlent. Et donc, c'est la psychanalyse de ces personnes successives qui étaient ses patients. Bon. C'est devenu autre chose que vous allez voir. Toute la partie, disons, anecdotique a disparu, mais l'essentiel du film reste. Donc, voilà pour vous situer l'espace dans lequel on travaillait. Ensuite, pour moi, ce film est ce qui peut actuellement se faire de plus exemplaire par rapport à une question qui, moi, me tourmente, m'interroge énormément, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma moderne? C'est-à-dire que par rapport à l'académisme, par rapport à l'idée d'un certain type de cinéma, comment peut-on faire progresser cet art? Comment peut-on faire progresser ce mode d'expression? Et qui peut y arriver? Et je crois que Ten est l'exemple même d'un progrès dans l'expression cinématographique. Car c'est le premier film, pour moi, qui utilise réellement un changement à cause disons, du système de la voiture, du besoin de tourner tout un film dans une voiture, et utilise un nouveau système, à l'époque, qui était le numérique. Car sans les caméras numériques que nous sommes allés acheter à la FNAC pour 300 €, c'est-à-dire c'était des petites caméras qui n'avaient rien de ces caméras modernes, haute définition, etc. Sans ces caméras, il n'aurait pas pu faire ce film-là. Et donc, c'est le premier film qui, par son contenu, intègre une nouvelle technologie, alors que tous les gens qui, jusqu'alors, travaillaient avec cette nouvelle technologie, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des films en numérique, et ils utilisaient cette technologie uniquement parce que c'était moins cher. Mais pas du tout parce que le contenu amenait à cette utilisation. En gros, si vous voulez, moi j'ai connu ça quand je travaillais avec les gens de la Nouvelle Vague, quand je travaillais avec Godard, quand je travaillais avec Chabrol, etc. La nouvelle technologie qu'ils utilisaient, les nouvelles caméras, le son synchrone, l'éclairage indirect pour aller plus vite, etc., les travelling en 2 chevaux, étaient liés à un contenu. Et ce n'était pas du tout une technologie surajoutée gratuitement pour faire des économies. Et dans le cas de Ten, c'est le premier film qui fait qu'il n'aurait pas pu exister si le numérique n'avait pas existé. Donc déjà, ça me semble incroyablement important. Et par ailleurs, c'est un film dont le contenu m'importe beaucoup, puisque c'est un film sur les femmes, sur la lutte des femmes, et sur des femmes iraniennes, dans leur contexte le plus divers, le plus diversifié, le plus compliqué, et qui se battent pour être pleinement des femmes dans le rapport avec les enfants, etc. Et c'est, pour moi, chaque fois qu'il y a ce type d'expression, que c'est un homme qui parle de cette façon des femmes, je suis toujours partant, hein, quand c'est à ce niveau-là.
Ça, c'est une autre des raisons. Le film est interdit en Iran. Il n'a jamais été vu en Iran. Totalement interdit, jamais passé. Je crois que c'est la leçon de cinéma la meilleure que je connaisse et que j'aimerais faire à un certain nombre de jeunes cinéastes actuellement qui ne semblent pas ni connaître ce film, ni avoir réfléchi à ce que c'était que le cinéma moderne. Alors, pour aller jusqu'au bout de cette leçon de cinéma, je lui ai demandé un bonus pour l'édition DVD. Et le bonus en question, c'est un film qui s'appelle Ten on Ten, et qui est un film qui est 10 leçons de cinéma. Comment on fait un film autrement, comment on pense un scénario autrement, le décor autrement, la mise en scène autrement, etc. Et à la fin, il finit par diriger des fourmis. Il y a un plan absolument extraordinaire de fourmis qu'il a mis en scène complètement. Et avec un travelling, etc. Et il faut que vous le voyez, parce que c'est impossible à raconter, et puis j'aime pas raconter les films. Mais pour moi, c'est vraiment important, dans le contexte actuel, que je trouve très désespérant, d'une espèce de défaite généralisée face au combat qu'on a pu mener pour essayer de faire un cinéma adulte, pour essayer de faire un cinéma moderne, pour essayer de réfléchir sur ce que le cinéma peut devenir. Et il y a peu de réponses qui sont maintenant apportées, si ce n'est par quelqu'un comme Kiarostami. Et plus il apporte de réponses, moins on les écoute et moins on les regarde. Merci. Henri Karmitz, merci beaucoup.